Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes entré dans la cour des grands en vous faisant paradoxalement tout petit. À force de jouer le second rôle, vous êtes devenu le premier demandé par les metteurs en scène. Votre filmographie est aussi imposante que votre physique. Bonjour Laurent Gamelon. Bonjour Jacques, si je peux me permettre de vous appeler Jacques. Eh ben, je vous appelle Laurent aussi. Donc volontiers. Alors non, d'abord, effectivement, je vous reçois parce que tout le monde vous connaît. Parce que vous êtes dans... Non. Aussi, votre nom... Dieu merci, il y a quelques personnes, je crois, au fin fond du Limousin, qui ne me connaissent pas. Oui, mais ça viendra un jour. Mais vous faites tellement de choses, vous avez fait tellement de choses au théâtre, au cinéma et à la télévision que même avec des seconds rôles, vous êtes incontournable. Alors, en ce moment, vous êtes à l'affiche avec une pièce qu'on va évoquer tout à l'heure, Secret, mais avec un S à la fin, que vous jouez avec Patrick Chenet à la Madeleine. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés de ce parcours. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 10 novembre 1983, votre première télé. Le théâtre de Bouvard. Et le premier sketch, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est avec Bruno Chapelle, Jolibois et Caroline Mazulis sur le thème « Grâce à l'interphone, on n'a plus besoin d'entrer dans un immeuble pour parler à des copains ». Vous êtes sûr de cette info ? Ah oui. Parce qu'il me semblait, moi, que mon premier sketch, c'était avec Caroline Mazulis, effectivement. Et voilà. C'est par elle que j'ai réussi à rentrer dans cette émission. Un sketch avec elle et Catherine Blanchard. C'est le deuxième ou le troisième en diffusion. Peut-être que c'était le premier enregistré. Ah, voilà, vous avez raison. En diffusion, c'est celui-là. Bon, je vous fais une confiance aveugle. Ou presque. Et c'est vrai d'ailleurs, les interphones, je ne sais pas si vous le savez, mais quand il n'y avait pas les interphones, on s'amusait à sonner aux portes. Et celle qui adorait ça, c'était Edith Piaf. Elle passait des soirées avec Boris Vian dans les immeubles, elle sonnait aux portes et elle se cachait pour voir la tête des gens qui ouvraient. Elle était à la bonne hauteur, peut-être. Exactement. Alors, comment êtes-vous arrivé au théâtre de Bouvard, qui a été un théâtre incontournable pour les jeunes comédiens ? Alors, j'y suis arrivé justement parce que j'ai participé à un concours de one-man show en Suisse en 1982. Dans la ville de Puy, et il y avait Caroline Mazulis qui concourait. Nous étions il y avait Jean-Pierre Malignon, Philippe Lelièvre, Alain Sachs, enfin pas mal de gens. Et cette Caroline, un jour, je la découvre dans l'émission de Bouvard. Donc je l'appelle, je lui dis écoute, ça me fait plaisir de te voir aussi exposé. Elle m'a dit mais viens. Parce qu'il y a des auditions toutes les semaines et elles sont ouvertes à qui le veut. J'y suis allé. En préparant un sketch donc avec elle et Catherine Blanchard, et sur un malentendu, j'ai été pris. Oui, parce qu'avec Bouvard, c'est oui ou non tout de suite. Ah, c'était, puis immédiat. Oui. Ça, il s'embarrassait pas de... Voilà, ça lui plaisait, c'était bienvenu. Ça lui plaisait pas, c'était au revoir. Voilà. Ce qu'il a fait avec Jean-Marie Bigard, par exemple. Oui, mais il était dans la classe après Jean-Marie Bigard, oui, il s'est rattrapé. Il s'est rattrapé. Mais il se trouve aussi que ça a duré 2 ans. C'est-à-dire quand on voit aujourd'hui vos passages au théâtre de Bouvard, il y en a pratiquement tous les jours parfois. Alors, peut-être pas tout à fait tous les jours pendant 2 ans. L'émission avait commencé avant que j'y arrive, en 82 ou... 82, et ils avaient même fait l'été dans un camping. Exactement. Voilà. Et moi, je suis arrivé en septembre, et on est parti. Alors, l'émission a continué au-delà de 85, mais en changeant de chaîne, ils sont passés sur la 5. Oui. Ça s'appelait Boulevard Bouvard. Mais nous sommes tout un noyau dur, on va dire, à être partis en 85 pour que chacun fasse sa vie en solo. Je dis en solo, oui et non, parce qu'il y avait les inconnus qui n'étaient pas tellement solo. Ils étaient même 5 au départ. Oui. Il y avait Las Palais et Chevalier, il y avait les filles, c'est-à-dire Mimi Mati, Bernier et De Botton. Enfin voilà, il y avait du beau monde. Et d'autres. Il y avait Jean-Jacques Perroni, plein de gens. Oui. Et c'est un vivier incroyable. Est-ce que vous pensiez que ce vivier deviendrait mythique un jour ? Pas du tout. Pas du tout. Et ça, c'est là. Il faut rendre hommage à Bouvard pour cette idée d'abord assez géniale qu'il a eu de créer cette émission et d'aller chercher et de le faire avec des gens inconnus, en se disant ça va donner de la fraîcheur et un sang neuf à une émission qui n'existait nulle part ailleurs. Et il faut rappeler aussi, ce qui n'est pas anodin, que en 82 et en 83 aussi, il n'y avait que 3 chaînes en France. Et ça c'est une époque qui nous paraît un peu napoléonienne. Et je suis sûr qu'après un passage au théâtre de Bouvard, dans la rue, tout le monde vous reconnaissait. Alors Légitimus, Pascal de son prénom, m'avait dit quand je suis rentré, c'est qu'un des premiers sketchs que j'ai fait, c'était avec lui aussi, et il m'avait dit, tu verras, au bout du 10e sketch, tu vas en sentir les effets dans la rue. Et j'ai compté. Et c'était au 10e. C'est très curieux. C'est curieux. Il a un côté marabout, je pense. Alors, ça vous a aussi appris à travailler vite, parce qu'il fallait travailler vite, Laurent Gamelon. Ça a été très utile. Oui, à travailler vite, à travailler en groupe.
parce qu'en fait, nous avions un enregistrement hebdomadaire le mardi, où nous enregistrions la semaine, et il fallait en produire une semaine de travail en une semaine. Donc on se réunissait, on avait des petites pièces au studio Gabriel, et on trouvait des idées. Alors ce qui était bien aussi, que c'était très interactif, parce que quand on avait besoin d'un petit, d'un grand, d'un con, d'un gros, on piochait, on disait tiens viens, on a un truc à te faire, et puis le coup d'après c'était l'inverse, c'est lui qui vous appelait. Donc ça fonctionnait très bien, il y avait une très bonne cohésion. Et puis il fallait apprendre évidemment très vite les sketchs, mais ça c'était votre amour, puisque je crois que la comédie vous en rêviez depuis l'âge de 4 ans, Laurent Gamelon. C'est juste, j'ai toujours voulu être acteur. C'est pas tout à fait vrai, je voulais être clown. Oui. Et puis il a fallu apprendre le solfège, et comme j'étais pas très doué, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire sans être musicien et tout en jouant. J'ai dit je vais être acteur. Et vous faisiez des spectacles enfants déjà? Oui, mais j'étais seul. Oui. J'étais à la fois l'acteur, le producteur, le spectateur. Oui, j'inventais tout un monde. Je me souviens très bien. J'inventais c'est pas des pièces, mais peut-être un peu comme des sketchs. J'inventais un monde et des personnages. Alors, vos parents ne sont pas du tout de cet univers, et votre mère est une ethnologue célèbre qui a fait une carrière prestigieuse dans ce domaine. Tout à fait. Je le dis pas parce que c'est ma mère. D'ailleurs, je la salue. Elle est toujours vivante. Elle a 98 ans. Oui. Simone Dreyfus-Gamelon, et elle a été l'une des grandes spécialistes des Indiens d'Amazonie. Elle a travaillé beaucoup en faisant ce qu'ils appellent des terrains, en allant là-bas. Elle a même été dans les années 50, j'ai quelques photos d'elle magnifiques avec des Indiens à plateau, où elle avait été plusieurs mois dans une tribu qui n'avait jamais vu une femme blanche. Ils avaient vu un homme blanc, mais jamais une femme blanche. Fallait quand même un petit peu de courage. Et quand on va au musée de l'Homme, il faut savoir qu'elle a inventorié les collections d'instruments de musique et d'enregistrements de ces pays-là. Oui, elle a même eu le prix de l'Académie Charles Cros, qui ensuite a été donné à Bruel et Francis Cabrel. Elle n'est pas tout à fait chanteuse, mais elle avait fait un disque de musique ethnographique, et elle a eu le prix de l'Académie pour ce disque. Alors, vos études, je crois que c'est à Antony que ça commence. Très juste. Il y a le collège Ferdinand Buisson. Exact. Vous avez bien travaillé, monsieur Pessis. Et ensuite, il y a les Samuel et Claude Bernard. Oui, alors il y en a eu malheureusement un certain nombre d'autres, parce que j'ai pas été dans la longévité d'un point de vue scolaire. Alors les Samuel, c'est une école très intéressante, parce que il y avait une école en Angleterre sur laquelle il y a eu un livre qui s'appelait Libres enfants de Summerhill. Et c'était une école où le principe pédagogique était de dire, c'était des enfants un peu difficiles qui étaient dans cette école, et c'était de leur dire, tu veux pas aller en cours, tu peux, mais il faut avoir un projet. Et cette école Les Samuel, qui était en pleine forêt de Compiègne, c'était le principe. Donc moi, parmi mes copains, j'avais Simon Reggiani, qui était le fils de Serge, oui, qui était aussi doué que moi pour la scolarité. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit, est-ce que vous allez en cours? On leur a dit, mais non, on n'a pas envie d'aller en cours. Très bien, qu'est-ce que vous avez comme projet? Ah on n'en a pas. Alors je donne 24 heures, dit le directeur, monsieur Cramard, à qui je rends honneur, et qui nous a dit, dans 24 heures, vous revenez dans mon bureau avec un projet. Donc on est revenu avec l'idée de faire une cabane dans les bois pour y vivre. Oui. Il a dit d'accord, on va vous donner le matériel. On a construit une cabane avec beaucoup de difficultés, qui était très instable, mal construite bien entendu, et on a dit on va y dormir, mais on a dormi environ, on y a passé 2 heures, mort de trouille en entendant les bruits de la forêt la nuit. On est retourné dans nos chambres et le lendemain on était en cours. Voilà. Et finalement le prof, vous l'avez joué beaucoup plus tard. Un film qui marque vos débuts au cinéma, Laurent Gamelon, avec quand même Fabrice Lucchini débutant lui aussi, Patrick Bruel débutant, c'est Prof de Patrick Schulman. Oui, avec Christophe Bourseillet aussi. Exactement. Nous étions un quatuor. Alors, Lucchini n'était pas tout à fait un débutant, il était à peu près inconnu. Oui. Il a tourné avec Rick Romer. Donc oui, et puis avec Labro, juste avant, qu'il avait découvert. Exactement, donc bon voilà. Et Bruel, il avait sorti un 45 tours. Qui était marre de cette nana-là, oui, à l'époque. Donc il n'était pas évidemment... Il jouait avec Maria Pacomo et Odette Laure au théâtre. Exactement. Donc il n'était pas du tout ce qu'il est devenu. Et oui, c'est un excellent souvenir. Et puis c'est ma Madeleine de Proust, parce que c'est un film qu'on a tourné il y a 40 ans, cette année. Et on m'en parle, il n'y a pas de semaine, on ne m'en parle pas. Et ce qui est drôle, c'est que Patrick Bruel, dans ce film, joue au poker. Il est devenu un spécialiste du poker après. Il a même été champion du monde. Absolument. Ouais. Et c'est venu de là, parce que vous saviez jouer au poker à l'époque, c'était une vraie partie dans le film? Non, c'est pas une vraie partie. Moi, j'y jouais pas. Est-ce qu'il y jouait déjà? Je vous dirais que je n'en sais rien.
Alors, il se trouve aussi que le réalisateur Patrick Schulman était un personnage hors norme. Moi, je l'ai connu. C'est quelqu'un, quand on déjeunait avec lui, il amenait ses propres couverts tellement il avait peur de tout ce qui était pollution autour de lui. Les microbes. Les microbes. Hypochondriaque maximum. Et là aussi, c'était un metteur en scène tout à fait particulier. Ça a été une école aussi pour vous d'apprendre, de tourner avec Schulman. Oui, alors il avait aussi une autre, en dehors du fait, c'est un type qui fourmillait d'idées originales. Le prof était quand même assez subversif pour l'époque. Moi, je trouvais pas ça dément dans la subversion, mais il faut croire que ça l'était. Et il avait aussi une autre particularité, c'est qu'il était daltonien. Et si on regarde bien ses films, les couleurs sont merdiques dans ces films. Et c'est à cause de lui, parce qu'il refusait de faire confiance aux décorateurs. Donc il imposait des couleurs qu'il ne voyait pas. Et donc voilà pourquoi c'est parfois un petit peu terne. J'ai fait encore un film avec lui ensuite, qui a été un four absolu, qui s'appelait Les oreilles entre les dents. Et puis malheureusement, après, il s'est tué... parce qu'il n'avait pas que des qualités, il conduisait à peu près comme un manchot. Et donc, il s'est tué en voiture au Chênay, un après-midi, oui. Oui, exactement. Et puis, vous avez continué votre carrière, et il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 28 avril 1989. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Gamelon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurent Gamelon. Nous parlerons tout à l'heure de Secret, une pièce que vous jouez à la Madeleine avec Patrick Chenet, une pièce assez étonnante. Alors, on a évoqué vos débuts dans la comédie, votre rêve d'être clown et de devenir comédien. Et le 28 avril 1989, c'est la première de cette série. Palace de Jean-Michel Ribes, série culte. Et vous êtes dans le premier épisode, vous êtes le détourneur du Palace, je crois. Oui, c'est exact. C'est un homme qui prend en otage le Palace et ses clients en exigeant qu'on lui fournisse une suite dans un hôtel de la Riviera pour lui et sa famille pour ses vacances. Et il menace de faire porter aux clients du Palace des casquettes Ricard et de faire griller des merguez dans le hall. Ce qu'il finit par faire, il y a une cellule de crise qui se crée pour faire face à cet événement, qui était composé de Mondi, du Chaussois, excusez du peu. Et puis voilà, et c'est un très bon souvenir. Jean-Michel Ribes, c'est quelqu'un avec qui je travaille et avec qui j'ai travaillé pendant 40 ans. Voilà. Alors comment vous êtes arrivé dans Palace, justement, Laurent Gamelon? Alors, je suis arrivé dans Palace parce que j'ai connu Jean-Michel Ribes qui m'avait rencontré. Je pense qu'on avait dû lui parler de moi. C'était en 84, au moment du tournage de Prof. Parce qu'il devait préparer un sketch, enfin oui, un petit sketch dans une émission de Philippe Alfonsi qui s'appelait Taxi, et dans laquelle c'était à un moment, je crois, où le gouvernement avait imaginé proposer une ligne téléphonique pour la délation. Oui. Et donc il avait imaginé un faux jeu télé dans lequel les candidats dénonçaient leurs voisins, leurs collègues. Voilà. C'était avec Bernard Giraudot et Philippe Corsan. Et il m'avait confié le troisième rôle de ce truc-là. Voilà comment j'ai commencé avec lui. Et avec Jean-Michel Ribes, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait du cinéma, de la télévision, de la pub. Enfin, et de la radio, j'ai tout fait. On va en parler justement. Alors, je reviens à Palace, qui a été une série culte. Quand même, le premier épisode, quand on voit le casting, il y a Michel Blanc, Jacqueline Maillan, Jean-Yann, Daricot et Jean Carmet, qui dit l'épreuve de comptoir. Plus certains permanents, qui étaient Marcel Philippot, Philippe Corsan, Claude Pieplu, qui faisait le mot-clé d'or. Enfin, c'était... Déjà, l'idée était assez... décapante et originale. Il y avait comme une troupe d'auteurs. Ça allait de Wolinski, Cavana, Ribes, François Rollin. C'était vraiment super, quoi. Voilà. Mais en même temps, c'est quelque chose qui n'existait pas. Un tel casting, on ne pouvait pas l'imaginer à l'époque à la télévision. Non, et c'est sur je pense, la qualité, l'idée originale et la qualité des dialogues et de l'écriture que ces gens-là ont accepté. Et là aussi, comme pour le théâtre de Beauvoir, c'était une mécanique, il fallait suivre le mouvement. Exactement. Chaque fois que vous jouiez, c'était très précis. Oui, absolument. Mais Jean-Michel Ribes est un metteur en scène très précis. Alors, il se trouve que cette série anticonformiste, personne n'y croyait au départ quand ça a commencé, Laurent Gamelon. Non, je crois que c'est Fechner qui l'a produite. Oui. C'était pour Canal, qui était très très innovante, en tout cas à ce moment-là, et c'est ce qui a fait qu'elle a pu voir le jour. Je suis pas sûr qu'elle pourrait voir le jour aujourd'hui. Je suis à peu près sûr du contraire. Oui, exactement. Mais Jean-Michel Ribes, en plus, avait un problème, c'est qu'il avait créé une première série, Merci Bernard, sur France 3, une série de sketchs. Ça n'avait pas marché du tout le dimanche soir. C'était juste après Benny Hill qui avait fait un carton, et l'esprit de Ribes n'était pas passé à 20h. Non.
Non. Il s'est rattrapé avec Palace. Mais Palace est devenu culte, on vous en parle encore aujourd'hui. Alors, on m'en parle encore aujourd'hui, et puis ça a été culte à tel point que j'ai participé à une campagne publicitaire pour un assureur qui s'est totalement inspiré de Palace, puisqu'il en a repris les codes de décor, les codes de costume, qu'il a demandé à Jean-Michel Ribes de réaliser les spots publicitaires, et il a pris Philippe Corsan et Marcel Philippot dans le rôle du client et du directeur, et puis j'ai fini par remplacer Philippe, qui malheureusement était décédé. Voilà, c'était la formule « je l'aurai ». C'est ça, appelez-moi le directeur, et je l'aurai un jour, je l'aurai. Mais c'est devenu culte, ça aussi. Tout à fait culte. Et la pub, là aussi, on vous en parle encore, on vous parle de un peu moins. Un peu moins. On parle presque plus encore de Palace, l'émission, que de la pub. La pub, je crois que c'est quelque chose qui s'efface assez rapidement. Mais vous avez fait d'autres pubs. Il y a une pub un jour pour une bière qui se terminait par « Abin, t'auras qu'une petite claque ». C'était du panaché, si je puis me permettre. Oui. Panaché Shop, de Canterbro. Elle n'existe plus, je crois, donc je peux la citer. Oui, une pub que j'avais tournée avec Jean Becker, qui en était le réalisateur. C'était la première fois que je faisais de la publicité. Et j'en avais été très content parce que j'avais bien gagné ma vie. Et il y avait aussi un liquide vaisselle Moumoun. Ah, mais ça, c'est pas moi. Vous êtes annoncé comme dans ce spot. C'est une faute. Une faute. On balaye justement. Non, j'ai fait une autre pub, celle qui était assez rigolote, pour les cuisines Schmitt. Oui. Voilà, où je jouais un personnage assez prétentieux qui disait j'ai pas besoin moi d'une cuisine comme la vôtre. Il fermait la porte et on entendrait sa cuisine s'effondrer et il disait tu me laisses ta documentation. Et il y a pas aussi Banco. Si. Là vous êtes totalement grimé. Non, je suis pas grimé, c'est qu'à l'époque je jouais, j'ai des rouflaquettes, des Ray-Ban jaunes un peu lumineuses, et il se trouve qu'à l'époque je jouais une pièce avec Gérard Jugnot et Zabou, qui s'appelait Popkins, une pièce américaine, où je faisais un détenu, un dangereux détenu, donc j'avais une tête un peu patibulaire, et c'est Gérard Jugnot qui avait réalisé cette pub Banco, donc j'avais gardé mes rouflaquettes du moment. Et le pionnier de la pub, c'est Jacques Duby, qui le 1er octobre 68 a fait la première pub à la télé pour le fromage Boursin. Et à l'époque, ça a été un événement. Et la pub télé en France est arrivée très en retard, puisque aux États-Unis, elles existent depuis longtemps, en Grande-Bretagne depuis 55 et en Allemagne depuis 1959. Et en France, vous dites 68. Oui. En mai, non Octobre, non, mais juste après. Ça a été une autre révolution. Et alors, la pub, c'est aussi un univers où vous avez fait votre trou petit à petit, Laurent Gamelon. Oui, enfin, mon trou, peut-être pas exagéré. J'en ai fait quelques. J'avais fait aussi une pub pour le Camembert que j'avais fait avec Patrick Timsit. Oui. Nous étions dans la nature, avec Patrice Lecomte, on avait tourné ça. Oui, bah, moi j'assume tout à fait, hein, la pub on l'a fait souvent pour l'argent, parce que ça permet de bien gagner sa vie sans trop s'investir. Après, ça vous marque aussi un petit peu, mais bon, moi j'assume. Et non seulement vous assumez, mais Laurent Gamelon, quand on voit votre parcours, vous avez quand même démarré avec des petits rôles et des grands metteurs en scène, José Pinero, Georges Lautner, Bertrand Blier, Pierre Richard, Colline Serrault, vous êtes dans Merci la vie, vous êtes dans une époque formidable, vous êtes dans la crise. À chaque fois, c'était une façon de progresser et de montrer que vous aviez quelque chose à apporter de différent. Oui, alors bon, c'est pas moi qui choisissais, c'est eux qui me choisissaient, mais c'est vrai que peut-être pendant un temps, et peut-être même encore aujourd'hui, je bénéficie de la chance de mon emploi, comme on dit, de mon physique. C'est que je crois que j'avais pas énormément de concurrence, en fait. C'est-à-dire le côté grand costaud qui peut faire rigoler et en même temps qui peut faire un peu peur. Voilà, j'étais un peu seul, donc j'en ai profité. Oui, mais à chaque fois, on vous appelle pour des petits rôles et vous êtes toujours présent. Oui. Oui, j'ai pour habitude de dire que en France, on est assez vite étiqueté, mais qu'il vaut mieux avoir une étiquette que pas du tout. Exactement. Il y a eu aussi des brèves de comptoir avec la pièce et le film. Et la pièce... Les pièces. Nous avons joué trois spectacles différents avec à chaque fois des brèves nouvelles. Exactement. Et des brèves il faut savoir que Jean-Marie Gouriot a commencé à écrire ses brèves de comptoir en allant dans les cafés. Il notait... Il a jamais cessé d'y aller. Hein. Non, mais surtout, il notait. Il m'a expliqué un jour qu'il notait le matin et l'après-midi. Oui. Mais le soir, il continuait à noter, mais comme il avait partagé quelques coups, il n'arrivait pas à relire le lendemain matin ce qu'il avait écrit. Exactement. Alors, moi, j'ai beaucoup parlé avec lui, parce que je connais bien Jean-Marie. Il disait qu'environ, entre 5 et 10% des brèves, il les a arrangées, on va dire, ou peut-être même certaines inventées. Mais sur la foi aussi de ce qu'il entendait, parce qu'il en entendait beaucoup, il passait sa vie dans les bars. Mais l'essentiel était des choses qu'il a entendues, et qui sont des choses à la fois d'une drôlerie folle, parfois assez poétique,
est complètement délirante. Enfin, et puis l'idée de Jean-Michel Ribes d'en faire un spectacle sans texte additionnel, c'était des brèves. Il fallait créer un univers en ne disant que des brèves. Ça, c'était quand même une performance d'auteur, d'adaptateur, pardon. Et il y a quelqu'un d'autre qui allait dans les cafés pour écouter les clients ou qui envoyait des personnes pour les écouter, c'était Michel Audiard. C'est comme ça qu'il a mis au point le langage qu'on connaît dans tous les films des comédiens. J'en suis fou de Michel Audiard. Je pense que c'est un très grand auteur qui a été d'ailleurs pas suffisamment reconnu de son vivant, assez décrié notamment par la Nouvelle Vague. Et ils ont eu tort parce que c'est un auteur génial. C'est quelqu'un qui a inventé. Certains disaient oui, c'est de l'argot. Pas du tout. Il y a beaucoup de mots et de textes et de dialogues d'Audiard sont des vraies inventions de sa part. Il a piqué aussi beaucoup à ses amis, dont Jean Gabin, qui avait un langage très très vert et très imagé. Donc c'est un véritable auteur et je conseille d'ailleurs une chose qui est moins connue, c'est un roman de Michel Audiard qui s'appelle La nuit, le jour et toutes les autres nuits, qui est un roman coup de poing qui m'a bouleversé sur la guerre et les affres de la guerre, et une foule de petits personnages, certains minables, d'autres grandioses. Voilà, c'est vraiment un livre fabuleux. Oui, et Michel Audiard était de son vivant toujours décrié. Il me disait j'en ai marre parce que les critiques me démolissent, le film marchait moyennement. Et moi je me souviens d'une première des Tontons Flingueurs lorsqu'il l'a sorti en DVD. Il y avait que des jeunes qui disaient toutes les répliques. C'est ça, et c'est devenu un culte absolu. Alors j'ai moi par exemple une petite préférence, si je peux me permettre un avis personnel, pour ce qui est des dialogues. Je trouve que le Cave sur Bif est un petit peu supérieur au Tonton. Je peux vous le réciter du début à la fin et à l'envers, avec Françoise Roset, et Biraud, Maurice Biraud. Et Bernard Blier qui sont fabuleux. Et Martine Carole. Et Ginette Leclerc. Donc on est d'accord là-dessus. On va continuer à parler de vous à travers une autre date, le 11 décembre 2003. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Gamelon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Laurent Gamelon. Nous parlerons tout à l'heure de Secret au Théâtre de la Madeleine, une pièce dont vous partagez l'affiche avec Patrick Chenet. Et on a évoqué vos débuts au cinéma, votre arrivée dans le monde de la télévision avec Palace. Et il y a une date importante aussi, le 11 décembre 2003, avec ce générique. Épisode de Diane Flick, une série qui va durer 7 ans et à laquelle vous allez participer pendant 6 ans. Diane Femme Flick. Diane Femme Flick, oui. Pardon. Oui, tout à fait. Et c'est une série très importante pour moi parce qu'elle avait, d'abord, elle a eu beaucoup de succès, mais 9 millions de spectateurs à chaque fois. Oui, c'est une époque révolue. Oui, on est bien d'accord. Toutes chaînes confondues. Donc ça marchait très fort. Le concept n'avait rien de révolutionnaire, mais je crois que ça plaisait beaucoup aux familles puisqu'on suivait un couple de flics dans leur profession et à la maison. Mais je rends vite un petit hommage à Isabelle Otero qui en était l'héroïne. Et en fait, TF1 n'avait pas forcément dans l'idée d'un mec comme moi pour incarner son mari. Et comme elle y croyait beaucoup à notre couple, lors des essais, je suis le seul comédien qu'elle ait embrassé sur la bouche, dans la scène qui servait aux essais. Et ça a visiblement emporté l'adhésion. Donc je l'ai déjà remercié plusieurs fois, mais je le refais aujourd'hui. Là aussi, c'est une aventure incroyable qui a duré 6 ans. Oui, on faisait 4 ou 5 films par an. À l'époque, c'était pas des 2x52, c'était des 90 minutes. Et puis avec le succès que vous venez de mentionner, qui malheureusement, après qui tout le monde court et que personne ne retrouve. Alors, il se trouverait que Diane Femme Flick partageait sa vie entre la brigade et la vie de famille avec les enfants et le mari. C'est ça. Et vous étiez son chef. J'étais son chef et aussi son mari, donc c'était extrêmement plaisant à tourner. On a eu pas mal de réalisateurs, beaucoup de guests aussi qui sont venus, beaucoup de très bons comédiens. Il y avait Michalik qui faisait un des mulets, qui débutait. Et il y avait aussi Vanessa Gage. Oui, et il y avait la fille de Patrick Chenet qui a débuté aussi dans cette série avec qui vous avez tourné au début. Oui. Tout à fait, et Patrick est un ami que je connais depuis très longtemps. On va en reparler. Alors il se trouve que ce que personne n'a compris, c'est votre assassinat au début de la 6e saison. Oui, alors ils n'ont pas compris. C'est très simple. J'ai fait 6 ans de série et j'ai demandé une augmentation. Qui était pas démente, hein. J'étais raisonnable. Et j'ai prévenu, j'ai dit si vous me l'accordez pas, je m'en irai. Ils me l'ont pas accordé, je suis parti. Voilà. Je fais ce que je dis.
Voilà. Mais en même temps, le nombre de lettres de protestation qu'il y a eu à l'époque, c'était insensé. Le public ne comprenait pas. Non, et puis beaucoup de gens étaient tristes parce qu'ils aimaient bien cette série, ce couple. Donc bon, c'était très gratifiant pour moi, mais bon, c'est ainsi. Et il y a eu 2 saisons en plus. Après la 7e saison, ça s'est arrêté. C'est ça. Une fois que je suis parti, dans l'épisode suivant, Émilie Chenet aussi, la fille de Patrick, c'est ça, a oui. fait son entrée. C'est là. Non, mais c'est Chenet, c'est pas Chêne. Non, c'est Chenet. Et voilà, exactement. Alors, il se trouve que dans les bandes dessinées, c'est assez rare aussi que le public, qu'on décide de tuer le héros. C'est arrivé une seule fois, avec une série qui s'appelait Ian McDonald dans les années 70, où le scénariste Guy Vidal, en ayant assez de son histoire, a tué son personnage à la 36e planche. Ah. Ça peut arriver pour se débarrasser de... C'est ce que faisait un moyen radical. Voilà, c'est ce que faisait Francis Blanche dans Signé Furax, où quand un comédien voulait s'en aller, il disparaissait dans la scène brusquement. Je suis aussi très fan de Francis Blanche et évidemment de Pierre Dac, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Alors, il se trouve qu'il y a eu cette série, et il y a eu Clem aussi. Vous avez fait plusieurs saisons. Oui. Pareil, c'est une série qui a eu beaucoup de succès, qui au départ n'était qu'un unitaire. Et puis devant le succès, je crois que ça a fait aussi 10 millions de téléspectateurs lors de la diffusion, ils ont décidé de le décliner en série. C'est Jérôme Anger qui a assuré la première saison. Et puis il a quitté cette série, je l'ai remplacé. Et vous avez fait des saisons, je crois, 2 à 4 et la saison 7. Oui. Parce que, et pas à chaque fois, ça s'arrêtait, ça revenait, parce que vous étiez le père de Clem. Exact. Mais je le suis toujours dans l'absolu. Oui. Sauf que le père est parti vivre avec une autre femme. Mais alors, le nombre de séries où vous faites une apparition est incroyable, Laurent Gamelon, parce que il y a Joséphine Ange Gardien, Kaamelott, Nestor Burmal, Louis la Brocante, Alice Nevers, Camping Paradis. À chaque fois, vous êtes là. Dans un épisode. Pas dans toutes, sinon on friserait l'indigestion. Mais c'est vrai, oui, mais parce que j'aime la télévision, j'en ai toujours fait, j'adore ça. Je trouve que ça établit aussi un rapport avec le public qui est fort, et je trouve ça intéressant. Oui, mais en même temps, à chaque fois on vous appelle pour des rôles très particuliers. Encore une fois, c'est votre physique et votre voix qui font que vous êtes distribué régulièrement. Oui, il semblerait. J'en ai pas forcément mon physique. Je vois à peu près de quoi on parle quand je suis devant la glace le matin. Ma voix, par définition, vous savez, on n'entend pas sa propre voix. Donc, mais je le sais parce que parfois des gens me reconnaissent alors que je suis derrière eux, chez un commerçant par exemple. Et les gens se retournent en disant mais c'est votre voix qui m'a interpellé. Mais ça, vous l'imaginiez pas au départ, vous n'en avez jamais. Je n'avais pas cette voix-là quand j'avais 7 mois, vous imaginez bien. mais en même temps, ce métier, vous pensiez l'exercer de cette façon, faire autant de choses, parce que vous n'arrêtez pas. Bien sûr que non. J'avais espoir de pouvoir pratiquer ce métier toute ma vie, ce qui d'ailleurs s'est produit, bien qu'elle ne soit pas encore terminée. Loin de là. Mais oui, non, je pouvais pas imaginer que je ferais une centaine de films de cinéma, de télé, une bonne quarantaine de spectacles vivants. Non, bien sûr que non. Mais il faut jongler quelquefois entre les cinémas, le théâtre, c'est pas toujours simple. Non. Je n'ai pas tellement eu à jongler. Je faisais les choses les unes après les autres. Il m'est arrivé de tourner la journée et de jouer sur scène le soir. Mais ma foi, c'est plutôt agréable d'être employé et suremployé. Donc, Alors, mais en plus, les seconds rôles, il y en a très peu aujourd'hui. Il y en avait beaucoup dans les années 50. Il y avait Jean Tissier, on a vu dans tous les films possibles et imaginables. Il y en avait beaucoup, comme vous dites. Hein. Il y avait Carrette, il y avait Pierre Larquet, si on remonte même encore un peu plus loin. J'ai beaucoup d'admiration pour tous ces acteurs. Mais il y avait énormément de second rôles parce qu'on écrivait pour eux. Oui. On écrivait pour eux. C'était des gens que le public aimait. Puis le cinéma avait une place qu'il n'a plus autant, parce qu'il n'y avait pas la télévision déjà. Donc les gens, si vous voulaient se distraire, c'était le cabaret, le théâtre ou le cinéma. Donc il y avait une foultitude, les Pauline Carton, les Raymond Bussière, et j'en oublie les Marcel Pérez, oui. Et voilà, donc aujourd'hui c'est un peu moins vrai, parce qu'on a tendance à écrire pour 1 ou 2 grands rôles, et puis ensuite il y a un peu des miettes, quoi. L'un des maîtres du second rôle, c'était aussi Robert Dalban. Ah oui. Qu'on a vu dans tous les films d'Audiard. Vous savez qu'il a appris sa mort par les journaux. Vous connaissez l'histoire? Ah non, pas un du matin, tout. un jour, il arrive déjeuner chez Francis et tout le monde est étonné de le voir, et on lui donne François et on a annoncé sa mort. C'est sa femme qui s'était fâchée et qui avait annoncé sa mort dans les journaux. Elle va être bien fâchée quand même. Est-ce qu'elle est restée sa femme? Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est vrai que cet univers, et vous parliez d'Audiard, Audiard avait beaucoup de personnages comme ça de second rôle qu'il utilisait en permanence. Absolument. Et en plus, il était très fidèle à ces gens-là. Donc, il a créé un univers et il lui a été fidèle toute sa vie. Et un autre metteur en scène qui a beaucoup marqué votre carrière, Laurent Gamelon, c'est Francis Weber. Oui.
Oui, j'ai fait 3 films avec lui et 2 pièces de théâtre. Et c'est un homme qui maîtrise la mécanique de la comédie à merveille. Si je prends effectivement le Dîner de cons, que tout le monde connaît avec Villeray et l'Ermite et Huster, c'est une mécanique imparable. Et en plus, Villeray était prodigieux, absolument prodigieux dans ce rôle. Et voilà, moi, je l'ai joué avec Danny Boone et Arthur. C'était autre chose. Et puis j'ai joué le placard aussi. Je suis dans le film avec un second rôle, comme bien souvent. Mais par contre, au théâtre, avec Elie Semoun. Elie Semoun a repris le rôle d'Auteuil et moi le rôle de Depardieu. Oui, Francis Weber, et puis en plus, c'est quelqu'un d'une précision d'horloger qui parfois même pousse à la manie. C'est-à-dire qu'il a son scénario dans la tête comme un musicien a sa partition. Et donc lui, il veut que ce soit joué comme des notes. Donc tant qu'il n'obtient pas ce qu'il a, la musique qu'il a dans la tête, il fait recommencer. Et je crois que pour le Dîner de cons au cinéma, l'Ermite avait fait 47 ou 48 prises d'une scène, il devenait fou. Oui, mais en même temps, d'abord, il travaille ses scénarios. Je ne sais pas si vous le savez, quand il écrit un scénario, il convoque des copains et il voit les réactions et il coupe ce qui n'intéresse pas les copains. Exactement. Et ensuite, quand le scénario est terminé, il part 8 jours à la montagne avec ses comédiens et il leur fait apprendre le texte comme au théâtre pour qu'il soit su dès le premier jour de tournage. Alors malheureusement, pour les 3 films que j'ai fait avec lui, je n'ai pas été convié à la montagne, j'aurais bien aimé, mais effectivement, il travaille dans la précision absolue. Alors, et c'est vrai que le Dîner de cons, c'était quand même un chef-d'œuvre absolu. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'idée est née quand il a été invité un soir chez Castel, par Jean Castel. C'était un dîner de cons. Il ne sait pas s'il a été le con ce soir-là, mais en tout cas, l'idée est née à ce moment-là. Il ne connaissait pas ce jeu et il en a fait un film culte. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui organisent des dîners de cons chez eux. Non, je crois que malheureusement, la mode est terminée. Je suis pas sûr. Et il y a Danny Boone aussi, avec qui vous avez beaucoup travaillé. Oui, donc le Dîner de cons au théâtre, et puis j'ai fait son premier film, La Maison du Bonheur, et son 3e. Rien à déclarer. Rien à déclarer. Et Les Ch'tis est sorti, nous étions sur scène. C'est-à-dire tous les soirs avec le Dîner de cons, et on a vu cette espèce d'envolée. Il a démarré pratiquement normalement, et tout d'un coup, l'explosion, puisqu'il est aujourd'hui le recordman enfin pas du monde, mais français des entrées en salle. Et comment moi on me dit qu'il l'avait vécu, mais surpris, presque traumatisé par ce succès qu'il n'attendait pas. Mais vous imaginez, 21 millions d'entrées, enfin il était abasourdi, jamais il aurait pu imaginer un tel succès. En plus avec un film assez local, enfin où on parle l'accent du Nord. Est-ce qu'on peut expliquer autrement que par une forme de sociologie du moment un tel succès? Le rapport entre le film lui-même, qui est très drôle, et l'avalanche de spectateurs, je suis pas sûr qu'on puisse tout expliquer. Oui, et aujourd'hui, Bergues, la ville qu'il évoque dans le film, c'est une destination pour les touristes. Oui. On vient voir la ville de Ch'tis. Bien sûr. Alors il y a eu aussi, et c'est toujours le cas, parce que vous faites de la télévision, c'est Demain nous appartient. Vous êtes arrivé dans cette aventure aussi. Oui, j'en suis parti aussi. Oui. Voilà, j'ai quitté l'aventure en décembre. Mais c'était une aventure très intéressante parce que c'était une première. J'ai fait beaucoup de séries, mais jamais de quotidiennes. Oui. C'est un rythme de travail très très soutenu. J'ai eu la chance de tourner avec, parce qu'il y a beaucoup de comédiens dans cette série, avec des gens de grande qualité, comme Luce Mouchel, Alexandre Brasseur, Ingrid Chauvin, Pierre Denis, enfin pas mal de gens, et Arnaud Henriet. Et voilà, c'est une expérience enrichissante que j'ai quittée, parce que j'en ai fait le tour. Et vous avez une caractéristique très précise, Laurent Gamelon, c'est qu'il y a votre vie professionnelle et votre vie privée. Et vous êtes l'un des rares à ne jamais l'étaler nulle part dans les journaux et de ne répondre aucune question. C'est une qualité aujourd'hui, c'est rare. Alors d'abord, je ne suis pas sûr d'être le seul à faire comme ça. Mais oui, enfin une qualité, je sais pas, c'est un choix. Comme j'ai fait le choix depuis longtemps de vivre loin de Paris, loin de l'urbanisation, loin des mondanités. Je suis pas mondain du tout, je suis plutôt casanier. Je me suis consacré beaucoup à la vie de famille, j'ai 5 enfants, et voilà, et j'ai besoin d'une forme de simplicité, d'avoir une vie normale. Je fréquente très peu les gens de ce métier, et je fréquente des gens normaux, oui. qui passent pas leur vie à parler d'eux. C'est le contraire de ce que je suis en train de faire. Mais c'est à votre invitation et c'est très agréable. Non, et surtout, c'est assez rare de vous faire parler. Quand on prend dans les journaux vos interviews, il y a très peu de choses sur votre vie. Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Et puis je protège les miens.
voilà, qui soit pas très exposé. Bon, en même temps, je suis pas Burt Lancaster, donc faut pas exagérer non plus. Mais voilà, j'ai fait ce choix de. Puis, vous savez, je suis suffisamment vieux maintenant, tout en n'étant pas un vieillard cacochine, mais pour aimer cette génération, justement, j'évoquais des Gabin, Blier, Ventura, qui étaient des gens très discrets sur leur vie. Et je trouve que oui, c'est une façon aussi de respecter le public, me semble-t-il, que de ne pas s'étaler. Nous sommes bien d'accord. On va maintenant aller vers une autre date très récente, le 9 février 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Laurent Gamelon. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Laurent Gamelon, on a évoqué votre parcours avec la télévision, le cinéma, avec tout ce que vous avez fait à côté pour devenir comédien et être un second rôle très demandé. Et puis le 9 février 2024, retour au théâtre dans Secret. Motus et bouche cousue. Hein. Motus et bouche cousue. C'est comment ses collègues m'appellent quand il a le dos tourné. Tu sais comment mes collègues m'appellent. Alors ça c'est Secret avec un point S, c'est pas de l'écriture inclusive. Non, hein. c'est pas de l'écriture inclusive. Je pense que l'auteur que j'apprécie beaucoup, qui est un homme assez jeune, il a 51 ans je crois, Sébastien Blanc, a voulu, en écrivant Secret avec un point entre le T et le S, à la fois indiquer qu'il y en a plusieurs, mais qu'il y en a aussi un gros. C'est-à-dire que dans le même mot, il signifie qu'il y a un secret et puis qu'il y en a peut-être d'autres. Voilà. Alors cette pièce, vous la jouez tous les soirs au Théâtre de la Madeleine, à Paris, avec Patrick Chenet, que vous connaissez effectivement depuis longtemps. Oui, c'est la troisième. Alors, il se trouve qu'on a tourné 2 films, un dans lequel on est tous les deux mais on ne se croise pas, qui était La jeune fille et les loups, et un dans lequel on se croit, un film de Lautner, j'ai eu la chance de connaître Georges Lautner, qui s'appelle Triplex, et dans lequel nous étions. Et puis, ce qui nous a fait connaître davantage, c'est que c'est la 3e pièce que nous jouons. Nous avons joué ensemble L'Invité, qui est une pièce qu'il avait jouée auparavant avec grand succès. Puis nous avons joué Tant qu'il y a de l'amour à la Michaudière, une pièce de Bob Martet avec Marianne Chazelle et Valérie Bègue. Et maintenant, Secret.s. Comment est né ce projet ? Alors il est né dans l'urgence. Philippe Lelouch, qui est le directeur artistique du Théâtre de la Madeleine, m'a appelé un soir en me disant, écoute, on a un spectacle qui devait jouer en janvier qui est annulé, faute de combattants, et donc on a cette pièce que je trouve formidable. Je l'ai lue dans la nuit, enfin très rapidement, et je l'ai trouvée assez génial parce que c'est une pièce très drôle, assez incisive, assez cruelle. Or, la cruauté est souvent un support pour la comédie. Et elle dit, bon, le premier élément de cette pièce, c'est la drôlerie, mais elle raconte aussi des choses sur l'amitié, sur doit-on dire ou pas dire certaines choses, doit-on conserver un secret qu'on vous confie. Voilà, mais les gens se marrent beaucoup. Alors, le point de départ, c'est le suivant. Ce n'est pas parce qu'on frappe à votre porte que vous devez l'ouvrir. Au contraire, il faut réfléchir avant d'ouvrir sa porte. Oui, il faut réfléchir et bien écouter. Parce que je vous assure que la suite de votre vie en dépend. Et ça commence comme ça, et je dis même, un exemple, ça n'est qu'un exemple. Si un inconnu tapote timidement du bout des articulations sur votre porte, on n'ouvre pas. On est sur une demande fourbe. Une voisine qui veut que vous arrosiez ses plantes pendant ses vacances, ou pire, que vous l'aidiez à se débarrasser du cadavre qu'elle a roulé dans un tapis. Exactement. Alors, il se trouve que vous arrivez dans cette pièce, vous êtes un des personnages, et que Patrick Chenet va être des jumeaux. Éric et Jérôme. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire, mais ce que je peux dire, je peux le dire. Ça se passe chez moi, au domicile de Fabien, qui est le personnage que je joue. Et il y a une tradition chez ces 3 amis, qui sont donc des jumeaux, des amis, et un des 2 est aussi mon beau-frère. Il a épousé ma sœur. Et ce jour-là, on est censé faire ce que nous faisons tous les ans. On se retrouve tous les 3 pour suivre la finale de Roland-Garros. Mais il se trouve que l'un va arriver volontairement avant l'autre pour me confier des choses très lourdes, puis il va s'enfuir pour éviter d'être face à son frère jumeau, et le frère jumeau arrive, moi je suis porteur et je connais les secrets qu'il concerne et qui vont conditionner sa vie de façon très importante, mais je ne peux rien dire parce que j'ai promis de me taire.
Et de là démarre le quiproquo, et ça monte, et on finit par une espèce de folie absolue. Oui, car les catastrophes s'accumulent. Elles s'accumulent, il y a un rebondissement sur rebondissement, et puis je dis pas la fin, mais c'est Elsa Poppin. Alors, il se trouve, Elsa Poppin, qui était d'ailleurs un film américain qui était tiré d'une pièce de Broadway, et où il y a cette fameuse scène où on voit un monsieur qui passe avec une plante et la plante grandit au fil des minutes. Alors, il se trouve que ça veut dire une mise en scène très précise, un travail très précis. Mise en scène de Jean-Luc Moreau, Bien qui sûr. n'est pas tout à fait un débutant. Non, mais en même temps, Michel Leb avait joué des triplés, mais en même temps, jouer des jumeaux et se retrouver face à vous seul, c'est pas simple. Non. Ça relève de la magie. Non, oui, c'est-à-dire que c'est une vraie performance d'acteur de sa part, parce qu'ils sont très proches, comme par définition des jumeaux, enfin des vrais jumeaux, et en même temps, il arrive à les faire se distinguer légèrement, bon, de façon vestimentaire, mais plus habilement dans quelques petites caractéristiques de la façon de parler, de se comporter qui les différencient. Oui, mais il y a eu une mécanique de précision, les sorties, les entrées, les répétitions n'ont pas dû être simples, Laurent Gabin. Non, c'est un travail un peu fastidieux, mais plaisant, parce qu'on sait qu'on va arriver à un résultat qui, normalement, doit porter ses fruits. Et quand on voit les images de vous deux, vous semblez être heureux de jouer ensemble, de rire presque comme le public. Alors on évite, Oui. Parfois on est tenté, parce que Patrick fait parfois des choses qui me surprennent et qui me font rire, mais j'essaie de tout faire pour résister à la tentation. Mais c'est vrai que nous sommes complices, et ça sert la pièce. Ça sert la pièce parce que effectivement nous ne sommes que deux. Et je sais que Patrick Chenet est un pince sans rire, sous son air triste et dur. Oui. Et il y a une anecdote, c'est qu'il a pris du retard à son propre mariage. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, à cause d'une émission de télévision. Oui, et il a voulu regarder la fin de l'émission. Oui. Chacun veut prendre sa place, je crois, l'émission en question, de Nagui. Et il a absolument voulu la fin, donc il est arrivé à la bourre à son mariage. quand même extraordinaire. Sa femme ne lui en a pas tenu rigueur, visiblement. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut tenir le public et que le public tient sur 1h30. Parce qu'aujourd'hui, il fut un temps où les vaudevilles duraient 2h30, 3h. Ça a beaucoup changé, ça aussi, Laurent Gabin. Oui, alors on considère, et d'ailleurs je crois à juste titre, que la comédie, alors évidemment si on est dans des comédies de Feydeau, sont des pièces écrites, certaines sont un acte, mais la plupart en 3 voire 4 actes, donc il est difficile de retrancher un acte ou deux. Là maintenant on considère que 1h30 c'est la bonne durée pour une comédie, parce que les gens ne s'ennuient pas, et en même temps restent presque un peu sur leur faim, et qu'il vaut mieux ça que le contraire, donc l'inverse, c'est pas comment. Mais c'est aussi un rythme à jouer très compliqué tous les soirs. Ah ben là, en l'occurrence, moi, par exemple, je ne sors pas de scène. Patrick sort, puisque par définition, il doit revenir en quelqu'un d'autre. Moi, je ne sors pas de scène. Bon, écoutez, c'est mon boulot. Oui, mais en même temps, c'est... Ah ben c'est sportif, le théâtre. Le rideau se lève, faut aller au bout, faut pas se planter, faut donner le maximum de soi-même. Moi, je sors de là, je file chez moi et je m'avachis. Oui, et en même temps, quelquefois, il faut tourner le lendemain au cinéma ou à la télévision. Aussi, mais voilà, on fait pas ça 365 jours par an, donc... Non, mais il faut apprendre les textes aussi. Et c'est pas simple non plus. Non plus. Il y a une mécanique. Alors, il se trouve aussi que il y a un côté Feydeau, et que Feydeau, vous avez beaucoup joué de Feydeau, puisque je crois que Bernard Murat était le premier à vous donner votre chance. Non, le premier à m'avoir donné ma chance dans un Feydeau, c'est Planchon. Roger Planchon. Et en plus, alors c'était une gageure, parce que nous étions 14 comédiens, et nous jouions en alternance, c'est-à-dire 3 jours l'un, 3 jours l'autre spectacle. Nous jouions les démons de Dostoïevski, donc vous imaginez le truc, et la dame de chez Maxime. Voilà. Alors, mais c'est très différent, mais en même temps, là aussi, il faut un rythme particulier pour Feydeau. Ah, Feydeau, c'est génial. Feydeau, c'est génial à partir du moment où on ne fait pas l'erreur de monter ça comme une comédie. C'est-à-dire que Feydeau sont des personnages qui brûlent. Ce sont des personnages qui sont en danger. Si on monte ça comme une guignolade, on passe complètement à côté du génie de Feydeau. Il faut monter ça comme un drame. Ce sont des personnages qui sont en situation de danger, et c'est ce danger qui rend les choses drôles. J'ai eu la chance de jouer La puce à l'oreille avec Belmondo, avec qui j'ai passé presque 2 ans. J'ai joué aussi avec Bernard Murat, Tailleur pour Dame et Le Dindon. Alors, Tailleur pour Dame, en plus, la version que Pierre Arditi a créée dans les années 80, il y avait un acte de plus que personne n'a remarqué, et l'auteur... C'est Jean Poiret. Qui ne voulait pas dire qu'il était l'auteur qui avait acheté du Feydeau. Oui, je pense que c'était par modestie, puis peut-être par respect pour Feydeau, qui est un génie, il faut le dire. Mais la pièce était un peu courte,
Et le génie de Poiret, qui a su se fondre dans l'esprit de Feydeau, a rendu la pièce, je pense, on a augmenté le pouvoir comique. Et Sébastien Blanc, qui a écrit donc Secret, est aussi le complice de Nicolas Poiret, le fils de Jean Poiret, Absolument. qui a assuré la relève. Et d'ailleurs, Secret est la première pièce qu'il écrit seul. Toutes les autres ont été écrites en binôme. Et Nicolas Poiret qui défend la mémoire de son père. Mais il y a une chose extraordinaire, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une anecdote de Jean Poiret, très aimé avec Roger Carrel. Et un jour, il dit à Roger Carrel, écoute Roger, j'aimerais bien voir Benny Hill. Je te donne une cassette, pas de problème. Et un jour en famille, et il y a Jean Poiret, Caroline Cellier, sa femme, la belle-mère, le petit Nicolas qui a 3 ans. On met Benny Hill pour regarder la télévision. Première image, un énorme sexe. Il lui avait donné un porno à la place. Et ils ont Volontairement Volontairement. Ah oui. Et Nicolas s'en souvient encore. Non, je crois pas. Ça s'est arrêté tout de suite. mais c'est vrai que vous parliez de Belmondo. Jouer avec Belmondo, qui se faisait rare au théâtre à l'époque, c'est aussi quelque chose de fabuleux. Au Théâtre des Variétés, qui était son théâtre. Absolument. Et il était revenu au théâtre avant La Puce à l'oreille avec Keane, à Marigny. Avec Robert Hossein. Absolument. Mais ça a été un émerveillement absolu pour moi, d'abord de rencontrer Jean-Paul, qui était un héros, comme pour beaucoup de gens, pour pas dire tout le monde. Et c'était un homme extrêmement attachant, extrêmement accessible. C'est une star, quoi, mais une star dans le très bon sens du terme. Et en plus, j'ai eu une chance énorme, c'est que dans cette pièce, je faisais ce qui joue aussi de rôle. Il jouait le rôle d'un bourgeois, Monsieur Chantebise, et le rôle d'un abruti alcoolique qui s'appelle Poche et qui travaille dans un hôtel comme homme de main. J'en étais le patron, rôle que De Funès a joué aussi au théâtre. Et dans cette pièce, il m'arrivait à plusieurs reprises de lui botter le cul. Et donc, je lui disais combien j'avais de la chance de pouvoir lui botter le cul sans qu'il puisse répondre. Oui. Vous voyez ? Et voilà. Et j'ai établi des relations d'amitié avec Jean-Paul et c'est pour moi un souvenir à tout jamais d'avoir recroisé la route de cet homme. Mais sa fidélité était telle que quand il sort du conservatoire et qu'il est jeté, il apprend que ses copains Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel sont au conservatoire, mais se font insulter par les professeurs qui disent « Vous n'aurez jamais que des 3e rôles dans votre carrière, tellement vous êtes mauvais ». Eh bien, il s'est battu pour les faire engager et débuter à l'écran. Oui. Et d'ailleurs, au moment du conservatoire, puisqu'il n'avait eu qu'un accessite, oui. Je crois, son professeur lui a dit « Mon pauvre Belmondo, vous ne tiendrez jamais une femme dans vos bras. » Un visionnaire. Et vous avez joué des choses très différentes. 12 hommes en colère, ça n'a rien à voir. Alors ça, c'est amusant que vous en parliez. Je suis crédité de cette pièce dans laquelle je n'ai absolument jamais joué. C'est étonnant, ça. J'ai passé l'audition avec Michel Leb. Oui. Et je n'ai pas joué cette pièce. Je leur ai demandé de retirer mon nom, parce que voilà, il n'y a aucune raison que je sois crédité dans la distribution. Eh bien, ça, je n'ai pas obtenu gain de cause. Donc, non, Monsieur Pessis, je n'ai pas joué cette pièce. Eh bien, voilà, au moins, c'est rectifié, on le saura désormais. Alors, et donc, cette pièce Secret, c'est parti pour plusieurs mois, parce que apparemment le public rit, et il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Oui, aussi. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Écoutez, nous irons jusqu'à ce que le public décide de déserter la salle. Pour l'instant, ils sont présents. On s'en réjouit, mais on ne sait pas jusqu'où nous irons. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que les jeunes, on dit le théâtre, c'est fini pour les jeunes, ils sont de plus en plus présents au théâtre. Oui, alors il y a une politique tarifaire aussi qui est, Dieu merci, adaptée aussi à eux, parce que il y a des prix de place qui sont inaccessibles pour la jeunesse, mais les théâtres font des efforts, et le théâtre de la Madeleine fait partie de cela. Et puis il y a l'écriture moderne, on n'écrit plus, on ne joue plus de la même façon que voici 15 ou 20 ans, Laurent Gamelon. Non. Vous avez aussi évolué dans ce domaine ? J'espère. Oui. C'est aux spectateurs de le demander, à qui il faut poser la question. Oui, je pense. Mais faire rire aujourd'hui, on ne rit plus des mêmes choses qu'avant, mais en même temps, il faut conserver la tradition du rire. Et ça, dans Secret, c'est très présent. Exactement, vous avez raison. Vous avez raison, ça c'est une qualité de cette pièce. C'est vrai qu'on ne peut plus rire de la même chose. L'époque n'est pas à l'ouverture. Et les interdits s'accumulent, les vexations aussi. Donc on est obligé de faire un peu attention, c'est assez dommage. Et vous continuez dans la même lignée, comme vous avez toujours fait ? Oui, il n'y a pas de raison. C'est trop tard pour changer, Monsieur Pessis. Et l'avenir maintenant, Laurent Gamelon ? Et l'avenir, Dieu seul le sait. Enfin, comme j'y crois pas beaucoup, je peux pas lui poser la question. L'avenir, c'est que j'ai toujours autant envie de jouer la comédie et de faire du théâtre notamment, qui est l'essence même de notre métier. Et quand vous, avec le recul, vous jugez tout ce que vous avez fait, vous êtes surpris ? Non, je ne regarde pas tellement en arrière.
J'essaye de ne pas être trop nostalgique, même si je le suis parfois un peu. Non, je regarde l'avenir et j'espère qu'il me reste de belles années devant moi. Mais en même temps, ce que vous avez fait, vous l'auriez jamais imaginé au départ. Jamais. Jamais, non. Je peux pas dire que j'ai une fierté, parce qu'il n'y a pas à être fier de faire ce que j'ai fait. Je suis simplement content d'avoir pu faire le métier que j'ai choisi et d'avoir réussi à en vivre jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère demain, et j'en suis même sûr demain. Je vous remercie. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est donc le Théâtre de la Madeleine avec cette pièce Secret où vous donnez la réplique à Patrick Chenet. Je précise que c'est du mercredi au samedi à 21h, la matinée le samedi à 16h et le dimanche à 15h30. C'est exact. Et entre deux, vous allez continuer à tourner des films, j'en suis certain. C'est possible. Merci Laurent Gagnon. Merci beaucoup à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.